Aujourd'hui, nous avons l'honneur de dialoguer avec l'un des plus grands penseurs du fascisme italien, Giovanni Gentile, souvent surnommé le philosophe officiel du régime fasciste. Auteur de nombreux ouvrages et théoricien influent, Gentile est l'architecte intellectuel derrière une grande partie des idées qui ont façonné l'État fasciste. Il est particulièrement connu pour son travail sur le culte de l'État et sa vision de l'homme nouveau italien. Monsieur Gentile, merci de nous rejoindre aujourd'hui. C'est un grand honneur de pouvoir m'exprimer sur des questions aussi fondamentales pour la compréhension de l'Italie moderne. Le fascisme a profondément changé notre nation et il est essentiel que ces idées soient bien comprises. Pour nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec votre parcours, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Comment êtes-vous devenu l'un des penseurs clés du fascisme italien? Avec plaisir. Je suis né en 1875 en Sicile, une région marquée par la tradition, mais aussi par un grand appétit de modernité. J'ai étudié la philosophie à Pise, et c'est là que j'ai été confronté aux grandes idées qui allaient plus tard former le fondement de ma pensée. Influencé par des penseurs tels que Hegel, je me suis rapidement intéressé à la manière dont la philosophie peut être appliquée pour façonner la société. C'est en voyant l'émergence du fascisme dans l'Italie post-Première Guerre mondiale que j'ai compris que cette idéologie représentait une solution moderne aux crises du libéralisme et du socialisme. Lorsque Mussolini a fondé le Parti national fasciste, il m'a semblé évident que ce mouvement portait en lui les germes d'une nouvelle société, un ordre qui, pour réussir, nécessitait un renforcement de l'État et l'émergence d'un homme nouveau. C'est ainsi que je suis devenu l'un des théoriciens de cette révolution intellectuelle. Vous avez largement écrit et parlé de l'importance de l'État dans la philosophie fasciste. Pourriez-vous expliquer pourquoi, selon vous, l'État est au cœur de tout? Bien sûr, l'État est, dans ma conception, l'entité la plus haute, car il représente non seulement le gouvernement, mais aussi l'incarnation de la volonté collective de la nation. Il est l'unité qui transcende les divisions individuelles et qui permet à une société de fonctionner en harmonie. Chaque individu sans l'État est une particule désordonnée, errant dans une mer de chaos. C'est seulement par l'État que l'on peut atteindre une véritable unité et cohérence nationale. Dans l'idéologie fasciste, cette idée prend une place primordiale. Mussolini l'a formulée de façon concise. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. Ce que nous entendons par là, c'est que l'État fasciste n'est pas un simple régulateur ou administrateur. Il est la source de toute vie sociale et politique. L'État est à la fois la main invisible qui guide et la force visible qui agit pour maintenir l'ordre et la cohésion. Comment cette vision de l'État interagit-elle avec le parti fasciste? Certains pourraient dire que c'est le parti qui devrait avoir la main mise sur la direction de la nation, pas l'État. C'est là une distinction subtile, mais cruciale. Le parti fasciste, bien qu'important, est au service de l'État, et non l'inverse. Le parti est un outil puissant, un levier par lequel l'idéologie fasciste est diffusée et les masses sont mobilisées. Mais il ne peut jamais prétendre à supplanter l'État. L'État, dans ma vision, est l'incarnation de l'ordre absolu, tandis que le parti est un vecteur idéologique. Mussolini et moi-même avons toujours veillé à ce que l'État conserve sa primauté. Nous ne devons jamais tomber dans les pièges du factionnalisme qui ont tant divisé les sociétés libérales ou même certains régimes socialistes. L'État fasciste se tient au-dessus des rivalités internes et sa continuité est assurée par une hiérarchie rigide où le parti reste l'instrument de diffusion, jamais l'arbitre ultime. Passons à une autre idée centrale de votre philosophie, l'homme nouveau. Vous avez souvent parlé de la nécessité de créer un nouveau type d'individu pour soutenir l'État fasciste. Que signifie pour vous cette notion d'homme nouveau? L'homme nouveau est l'aboutissement logique de notre vision du monde. Si l'État est au cœur de tout, l'individu qui compose cette société doit lui aussi être transformé. L'Italie d'avant le fascisme, comme beaucoup de nations modernes, a vu émerger des individus faibles, désorientés par des siècles de décadence morale, de corruption spirituelle et de valeurs chrétiennes qui prônent le sentimentalisme, la pitié et l'individualisme. L'homme nouveau, en revanche, est un individu totalement dévoué à l'État. Il incarne les vertus de la force, de la discipline et du sacrifice. C'est un citoyen soldat, prêt à se sacrifier pour le bien de la nation, à s'effacer devant la grandeur collective. Cet homme n'est plus un simple acteur de sa propre vie. Il devient une partie intégrante du grand corps qu'est l'État.
Nous devons le former à être physiquement et moralement robuste. Sa mission est de dépasser les faiblesses de l'ancien monde et de porter l'Italie vers sa renaissance. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les citoyens soldats. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont ce concept est mis en place dans la société fasciste? Le citoyen soldat est un concept fondamental du fascisme. C'est la réponse à la décadence de l'individualisme libéral. En transformant chaque individu en un citoyen prêt à se battre pour son pays, à la fois au sens littéral en temps de guerre, mais aussi dans la vie quotidienne, nous faisons du fascisme une philosophie de l'engagement total. Sous l'égide de l'État, tout dans la société est structuré pour préparer cet individu à son rôle. Nous créons des organisations d'encadrement qui, en temps de paix, servent à l'éducation et à la formation physique. Mais en temps de guerre, ces structures deviennent des rouages de la machine militaire nationale. Il ne s'agit pas seulement d'entraînement militaire, mais d'une formation idéologique complète, où l'individu apprend à ne plus se voir comme une entité distincte de la nation. Certains de vos détracteurs affirment que ce projet repose trop sur la violence et la militarisation de la société. Que répondez-vous à ceux qui critiquent cette dimension? La violence est, hélas, une composante inévitable de toute transformation sociale profonde. C'est dans la guerre que les peuples se purifient et que les véritables hommes se révèlent. Nous ne cherchons pas la guerre pour elle-même, mais nous savons que les grandes nations sont souvent nées dans le conflit. La paix que nous prônons est une paix de force, pas une paix de faiblesse. Elle est possible seulement lorsque la société est disciplinée et organisée comme une armée, prête à défendre ses intérêts. Il ne s'agit pas seulement de guerre militaire. Le fascisme, c'est aussi la guerre contre la dégénérescence morale, la guerre contre les idéologies faibles qui divisent les nations. Cette lutte se fait au quotidien, et c'est pourquoi nous insistons tant sur la formation du citoyen soldat. Un autre aspect important de votre philosophie est l'encadrement juridique de ce nouvel ordre. Pouvez-vous nous parler du rôle des lois fascistes dans la création de cette nouvelle société? Les lois fascistes sont le socle juridique qui permet à l'État de contrôler et de guider l'évolution de la société italienne. L'État doit avoir le pouvoir absolu d'intervenir pour assurer l'ordre, la discipline et l'unité de la nation. Cela inclut des lois qui réglementent tous les aspects de la vie publique et privée, afin de subordonner les intérêts individuels à ceux de la nation. Ces lois ne sont pas là pour restreindre la liberté, comme certains pourraient le croire. Elles sont là pour garantir que cette liberté soit utilisée au service de l'État, au service de la grandeur de l'Italie. Par exemple, les lois sur l'éducation. Elles sont essentielles dans la formation de l'homme nouveau. Elles imposent un contrôle strict sur le curriculum, afin que chaque enfant soit formé non seulement à devenir un bon citoyen, mais aussi à comprendre l'importance de la loyauté envers l'État. Chaque jeune Italien doit grandir en sachant que ses intérêts individuels sont subordonnés aux besoins de la patrie. Nous avons également des lois qui encadrent la vie économique, afin d'éliminer les divisions sociales et les conflits de classe, en encourageant la collaboration entre les employeurs et les travailleurs dans un esprit de corporatisme. L'État fasciste réglemente la vie culturelle, les arts, la presse, tout ce qui pourrait influencer l'esprit de la nation. C'est dans ce cadre que nous avons instauré la censure, mais une censure qui vise à protéger la société italienne contre les influences débilitantes venues de l'étranger ou des philosophies décadentes. Les lois sur la presse garantissent que seules les idées et les œuvres qui servent les intérêts de l'Italie peuvent être publiées. Les lois fascistes sont donc la fondation d'une société unifiée, où chaque individu sait quelle est sa place et quelles sont ses responsabilités. En régulant ces aspects, l'État peut s'assurer que tous agissent en harmonie pour le bien commun. Parlons maintenant de la modernité. Certains voient le fascisme comme une idéologie réactionnaire, tournée vers le passé. Pourtant, vous avez souvent défendu l'idée que le fascisme est au contraire une idéologie moderne. Comment réconciliez-vous cette apparente contradiction? Le fascisme est en effet souvent mal compris. Il n'est pas un retour en arrière, mais une nouvelle étape de l'histoire. Nous avons appris du passé, bien sûr, mais notre regard est tourné vers l'avenir. La modernité que nous prônons n'est pas celle du libéralisme individualiste ou du marxisme internationaliste. Nous prônons une modernité alternative basée sur les valeurs de discipline, d'unité nationale et de force. La modernité fasciste repose sur l'idée que l'individu, en tant qu'entité isolée, n'a pas de valeur en soi. Il n'est valorisé qu'à travers son engagement envers la collectivité. Cela est profondément moderne
dans le sens où cela dépasse les vieilles conceptions de la liberté individuelle, qui n'ont fait que semer la discorde dans les sociétés occidentales. L'État fasciste modernise la société italienne en l'arrachant à ses divisions internes, en éliminant les conflits sociaux par une intégration totale de l'individu dans l'appareil étatique. Revenons un instant sur l'homme nouveau. Quels sont les principaux traits qui définissent cet homme nouveau dans le cadre de la société fasciste? L'homme nouveau est, tout d'abord, un homme d'action. Il ne réfléchit pas indéfiniment sur son rôle dans la société, car il connaît déjà ce rôle, servir l'État. C'est un homme discipliné, qui valorise la force et l'honneur plus que tout. Il ne s'attarde pas sur des questions d'éthique abstraite, car son éthique est celle de la loyauté envers la patrie. Ensuite, il est profondément enraciné dans la culture nationale. Contrairement aux libéraux, qui encouragent un cosmopolitisme stérile, l'homme nouveau comprend que sa véritable identité se trouve dans sa nation, dans son histoire, dans ses traditions. Il ne renie pas l'héritage italien, mais il le transcende pour en faire une arme de renaissance nationale. Enfin, il est tourné vers l'avenir. L'homme nouveau ne se satisfait pas du présent. Il regarde toujours vers ce qu'il peut accomplir pour rendre son pays plus fort, plus grand. Il est un bâtisseur, un protecteur de la race italienne, et son but est de transmettre cette force à la prochaine génération. Vous avez parlé des citoyens soldats comme étant essentiels à l'État fasciste. Pouvez-vous nous expliquer comment ce concept est mis en œuvre dans la pratique? Bien sûr. Le citoyen soldat est celui qui, même en temps de paix, est prêt à répondre à l'appel de l'État. Il est formé, encadré et discipliné dès son plus jeune âge. Dans le système fasciste, cela commence avec des organisations de jeunesse comme les Balila, qui enseignent aux enfants les valeurs du fascisme, les préparent physiquement et mentalement à leur rôle de futurs défenseurs de la nation. Ensuite, l'éducation continue avec le service militaire obligatoire, qui n'est pas seulement un devoir envers la patrie, mais un rite de passage vers la pleine citoyenneté. Le citoyen soldat doit comprendre que ce soit dans l'arène économique, culturelle ou militaire, il a une mission à accomplir pour le bien de l'Italie. En outre, même en dehors de l'armée, l'État fasciste encadre les citoyens pour qu'ils soient toujours prêts à servir. Cela signifie que chaque profession, chaque entreprise, chaque activité sociale est intégrée dans un réseau de corps professionnels, les corporations, qui garantissent l'ordre et la discipline nécessaires au bon fonctionnement de la société. Pourtant, cette violence s'est également manifestée dans les lois raciales de 1938, sous l'influence de l'Allemagne nazie. Était-ce une trahison des principes du fascisme initial? Ah, les lois raciales. C'est un sujet extrêmement délicat, et je suis conscient que ces lois ont terni l'héritage du fascisme italien. Comme je l'ai mentionné, le fascisme, à ses débuts, n'était pas fondé sur des principes racistes. Nos préoccupations étaient avant tout nationales. Nous voulions rassembler les Italiens sous un seul drapeau, indépendamment de leur origine raciale. Mais l'alliance avec l'Allemagne d'Hitler a changé cela. Mussolini, sous la pression de cette alliance, a adopté les lois raciales de 1938, qui visaient principalement les Juifs. Ces lois étaient une déviation des principes originels du fascisme. Nous avons, en quelque sorte, trahi notre propre idéologie pour satisfaire un allié puissant. Les Juifs italiens, qui avaient été intégrés dans la société depuis longtemps, ont soudainement été persécutés. C'était une erreur tragique, et je le reconnais. Le fascisme italien, à son origine, n'avait rien à voir avec cette idéologie raciale que l'on associe souvent à l'Allemagne nazie. C'est intéressant de voir cette distinction entre le fascisme italien et le nazisme allemand. Finalement, avec la mort de Mussolini en 1945, peut-on dire que le fascisme est mort avec lui? Oui, je pense que l'on peut dire cela. Le fascisme tel qu'il a été conçu en Italie était profondément lié à la personnalité de Mussolini. Il incarnait l'État, il incarnait l'idée même du fascisme. Avec sa mort, l'idéologie fasciste a perdu son cœur, son moteur. Bien sûr, certains mouvements fascistes ont survécu en Italie et ailleurs après la guerre, mais ce n'était plus le même projet. Sans Mussolini, le fascisme est devenu une idéologie orpheline, une idéologie qui n'avait plus de chef pour la guider. Merci beaucoup, Monsieur Giovanni Gentile, pour cette conversation très enrichissante. Vous avez apporté des éclairages essentiels sur l'évolution du fascisme et sur les tensions internes qui l'ont traversé. Merci à vous. Il est important de comprendre que, bien que nous ayons commis des erreurs, notre projet était de sauver et de renforcer l'Italie. Les circonstances historiques ont souvent déformé cette vision,
Mais au cœur du fascisme, il y avait cette volonté de créer une nation unie et forte